Maintenant, nous allons parler un peu des configurations. Nous avons déjà vu dans la vidéo précédente les conventions, la configuration en utilisant les data annotation attributes, les attributs data annotation. Et maintenant, nous allons voir comment faire la configuration en utilisant l'API Fluent API. Donc, pour commencer, on va parler un peu de la classe DB Model Builder. Qu'est-ce qu'elle fait cette classe? En fait, elle lit les classes et construit le modèle en mémoire. Donc, elle permet de créer la base de données. Donc, entre autres, elle mappe les classes, bien sûr, à notre base créée. Donc, elle sert à faire l'assemblage dans la mémoire. Donc, elle crée le modèle. Ensuite, elle crée la base. Donc, il y a une autre façon pour configurer vos classes en utilisant le Code First Fluent API. Donc, ainsi, vos classes restent propres, plutôt que de modifier les classes. On a vu que l'inconvénient de l'utilisation de Data Annotation, que les classes seront encombrées si nous ajoutons plusieurs annotations. Ensuite, donc, le deuxième avantage de Fluent API, qu'il est plus riche en termes fonctionnalités. Il y a des choses qu'on peut le faire avec Fluent API et qu'on ne peut pas faire avec les data annotation. Donc, plutôt que modifier les classes, vous fournissez des informations de configuration au constructeur du modèle de code first dans une méthode exposée par le dbContext. Cette méthode, elle s'appelle onModelCreator. Nous allons voir ça, comment utiliser cette méthode. Voici un exemple. Donc, dans notre classe context, nous avons déjà fait notre nodo dbContext. Ensuite, maintenant, nous allons faire l'override de cette méthode en modelCreating. Cette méthode, elle existe dans la classe dbContext. Bien sûr, nous remarquons qu'on a passé en paramètre une variable de type dbModelBuilder. Nous avons parlé de ça tout à l'heure, le dbModelBuilder. Ensuite, ici, nous remarquons comment utiliser le Fluent API pour faire les configurations. Par exemple, la première ligne, modelbuilder.entityPost, ça veut dire nous allons appliquer les configurations sur notre entité post. .hasKey post goes to post.id, ça veut dire que la propriété ID sera notre clé primaire. Ici, post sera de quel type selon vous? Normalement, puisque nous sommes en train d'appliquer les configurations sur post, donc post passé en paramètre de hasKey de type post. C'est pour cela, lorsqu'on fait point, il peut afficher les différentes propriétés, bien sûr, de l'entité post. De même, nous pouvons configurer le reste de propriétés. Par exemple, la deuxième ligne, modelbuilder.entityPost.property post goes to post.title. Maintenant, nous allons appliquer les configurations sur la propriété title. Ici, bien sûr, nous avons plusieurs méthodes, bien sûr, d'extension. Ces méthodes sont fournies par le framework. Il suffit de faire point pour pouvoir voir les différentes méthodes. .has max length 50, ça veut dire la longueur maximale, elle est de 50. .is required, ici pour dire que la propriété, elle est obligatoire. Donc, de même pour la troisième ligne. Et à la fin, based on model creating, ça c'est pour hériter le comportement de base de bien sûr, puisque nous sommes en train de faire un override, donc ça c'est pour hériter le traitement de base de la méthode en model creating. Donc, ici, selon vous, c'est quoi l'inconvénient si nous avons par exemple 50 entités? Est-ce que ça sera pratique de mettre les configurations de ces 50 entités dans cette méthode? Normalement, non. On ne peut pas lire 1000 lignes quand même. Donc, une bonne pratique très utilisée, c'est de séparer la configuration.
on crée une classe configuration pour chaque entité. Comme ça, notre code reste propre. On va pas avoir tout le code là dans cette méthode. Voilà un exemple. Donc ici, nous avons créé une classe post-configuration. Donc je vais expliquer ça. Ensuite, on va faire ça ensemble. On va créer cette classe. Donc ici, public class post-configuration. Donc bien sûr, pour bien sûr organiser le code, nous allons créer notre répertoire configuration. Et là, nous allons mettre toutes les classes configuration. Donc pour configurer la classe post, je vais créer public class post configuration. Obligatoirement, cette classe doit hériter de la classe entity type configuration. Et là, dans le type générique, qu'est-ce qu'on va passer? On va passer la classe qu'on va configurer. Donc ici, on va appliquer des configurations sur la classe post. Ensuite, dans le constructeur de notre classe, nous allons appliquer les différentes, bien sûr, configurations. Ici, toTablePost, ça veut dire que nous allons créer une table donc, dans la base appelée posts. Donc, normalement, on connaît dans les conventions, la table générée sera de même nom que notre classe. Donc, ici, avec la méthode toTable, nous pouvons changer le nom de la table générée. Donc, ici, bien sûr, ici, vous remarquez que directement, on met Hesky Property, c'est pas comme tout à l'heure. C'est clair, car nous sommes en train de faire des configurations sur la classe post. Donc, lui, il détecte directement qu'il va appliquer ça sur post. C'est pas la peine de mettre tout ça. Donc, ici, par exemple, Hesky, E goes to E.id. Ça, c'est pour dire que l'identifiant sera notre clé primaire. J'ai mis ici optional. Pourquoi c'est optionnel? Car on connaît tous que dans les conventions, Entity Framework Code First, directement, lorsqu'il trouve une propriété qui s'appelle ID ou bien le nom de la classe ID, directement, il détecte que c'est notre clé primaire. Donc, c'est pas la peine de mettre cette ligne. C'est optionnel. Donc, property e.e.title.hasMaxLength, c'est la même chose. Hein? On n'a rien modifié. Juste ici, j'ai voulu ajouter hasColumnName pour la propriété content. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé tout à l'heure, lorsqu'on génère une table, bien sûr, ça sera le même nom que la classe. De même, les colonnes seront de même nom que les propriétés. Avec cette méthode hasColumnName, on peut modifier le nom de la colonne générée. Ça veut dire la propriété content ne va pas générer une colonne qui s'appelle content, mais plutôt elle va générer une colonne qui s'appelle post content. Ok? Ensuite, donc, une fois on a terminé la création de cette classe, dans la méthode onModelCreate, nous allons ajouter ce bout de code. En fait, ici, donc modelbuilder.configuration, donc configuration c'est une liste, c'est une collection. Donc .add, donc c'est une méthode, pas des méthodes des listes bien sûr. C'est pour ajouter une instance de notre classe post-configuration. Donc de la même façon, chaque fois nous allons appliquer des configurations sur une classe. Nous allons créer une classe configuration. Là, on va mettre toutes les règles de configuration. Ensuite, on doit l'ajouter à notre, bien sûr, collection configuration pour que le code first prend ça en considération. Voilà. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais parler un peu de l'accès concurrentiel optimiste. Donc, ici, nous avons deux cas. Si, par exemple, on veut configurer une propriété qui est une clé primaire, primary key, on doit procéder par les data annotation timestamp. Bien sûr, ici, je suis dans le cas data annotation. Donc ici, par exemple, j'ai une propriété qui s'appelle row version, par exemple. Je veux permettre l'accès concurrentiel
à cette propriété. Ça veut dire qu'on peut accéder que 2 ou 3 ou plus ou 3 utilisateurs, ils peuvent accéder directement, automatiquement, en même temps à la valeur de cette propriété. Donc, il suffit de mettre cette data annotation, de mettre ce drapeau, timestamp. Si on veut faire ça en utilisant la Fluent API, il suffit d'utiliser la méthode isRowVersion pour, bien sûr, lever le drapeau de l'accès concurrentiel. Si on veut, par exemple, permettre l'accès concurrentiel pour une propriété quelconque qui n'est pas une primary key, par exemple le login name, il suffit là d'appeler la data annotation concurrency check. Ça veut dire on a permis l'accès concurrentiel. Si nous voulons faire ça en utilisant le Fluent API, on va appeler la méthode isConcurrencyToken. Voilà.